ses invités. Posez toutes vos questions au 01 42 32 15 15. Bonjour, eh bien vous allez pouvoir vous précipiter, des questions sans doute qu'il y en aura, car aujourd'hui nous allons feuilleter un ouvrage qui s'appelle Lumières obscures d'Éric Rollet, et ce bonhomme a collecté pendant plus de 20 ans des témoignages ici et là, grâce à son association ONDE, on dit comme ça? Ah parfait, vous êtes parfait. ONDE, Observatoire National. Redites ça encore. Observatoire National de discernement des énigmes scientifiques. Vous vouliez pas le dire, hein? Non, c'est pas ça, je voulais que vous redisiez parfait. Parfait. Mon propos. Non, faut pas. Il n'avait pas suivi. Cet après-midi, vous serez à Nantes, où vous donnez une conférence à la salle Bretagne. À Nantes, ça va de soi, c'est à 16h30. Et puis tout de suite, vous êtes avec nous. Alors, cette enquête qui vous a tenu de nombreuses années, avec des personnes qui spontanément se confiaient à vous, car elles avaient peur d'être classées dérangées et dans leur entourage d'être considérées comme infréquentables simplement parce qu'un jour leur était dégringolé sur la tête un événement inattendu, irrationnel. Voilà, on est tout à fait dans le cadre, c'est-à-dire que ma préoccupation première lorsque j'ai commencé, pendant mes études de droit d'ailleurs, poussées, c'était de savoir comment appréhender des témoignages comme ceux-là. C'est vrai qu'il y a un rejet systématique de la part des autorités scientifiques, notamment lorsqu'on entend parler d'une personne qui dit j'ai vécu une expérience aux frontières de la mort, donc projeté... Attendez Eric, je vous coupe 2 secondes parce que vous dites je fais des études de droit. Théoriquement, vous êtes là pour vous intéresser à ceux qui ont fauté, les défendre, et puis qu'est-ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qui germe pour vous intéresser à ceux qui vivent des choses sortant de l'ordinaire? Eh bien, ces témoins-là semblent avoir fauté. Oui, non mais d'accord, mais il faut bien que vous ayez été confronté à un cas particulier. C'est ça, le premier cas que j'ai pu rencontrer fort, on va l'entendre tout à l'heure, celui de Marie-Hélène, m'a vraiment bouleversé. Et c'est une personne qui vous a rencontré dans un café, séducteur comme vous êtes, et à ce moment-là, vous a dit, il faut que je te raconte quelque chose avant d'aller plus loin dans notre relation. C'est une personne qui est proche dans ma famille, tout simplement. Et comme dans beaucoup de familles, nous avons toujours quelqu'un de proche qui peut raconter ce type d'expérience. Et là, eh bien, j'ai été intéressé et surtout choqué par le fait que cette personne et toutes les autres qui ont suivi sont rejetées pour avoir osé rapporter ce type d'expérience qui ne leur apporte finalement pas grand-chose, si ce n'est beaucoup de désagréments et beaucoup de préoccupations dans leur vie, puisqu'ils n'arrivent pas à lui trouver un sens. C'est l'opprobre en général même, hein, c'est le rejet. C'est le rejet général, voilà, de la société. Que ce soit le médecin, je suis déjà passé pour parler des expériences aux frontières de la mort, une personne qui témoigne de sa NDE, comme on l'appelle, elle est rejetée par son curé parce qu'il lui dit d'aller voir son psychiatre, et elle est rejetée par son psychiatre qui lui dit d'aller voir son curé. Bon voilà, c'est pour l'anecdote, mais c'est un petit peu ça, on résume le rejet de la société par rapport à des témoignages qui, il est vrai, sont assez fantastiques. Et alors il ne faut pas oublier que le siècle des Lumières a certainement été celui qui a propulser dans l'ombre ceux qui vivaient ces phénomènes, bien que les plus lettrés se soient toujours considérés comme recevables, tous ces événements. Alors on a vu Victor Hugo qui faisait tourner les tables, on a vu de nombreux scientifiques qui cherchaient à comprendre ce que les personnes se trouvant dans ces états modifiés de conscience, parce qu'on peut appeler ça comme ça, vivaient, et comment on pouvait l'authentifier, est-ce que ça pouvait se multiplier, est-ce que ça pouvait se reproduire à volonté? Voilà, c'est ça. Alors la difficulté, c'est que c'est difficile de reproduire à volonté des expériences qui ont été vécues spontanément et pour une seule fois dans la vie de ces témoins, mais je peux vous assurer que quand on va à la rencontre de ces personnes, et quand on va à la rencontre des chercheurs, et c'est ce que j'ai voulu rendre compte dans ce livre, eh bien on a affaire à un univers tout à fait exceptionnel, extraordinaire, et affaire à des expériences vraiment qui posent de nombreuses problématiques. Alors on va feuilleter le livre, Lumières obscures aux éditions d'Hervy. On se tourne tout de suite vers Anne-Laure. Anne-Laure, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en page. Ça y est, vous ne pensiez pas un jour que votre histoire serait ainsi contée, je suppose? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors racontez-nous ce qui vous est arrivé, dans quelles circonstances? Alors en fait, donc déjà vous m'excuserez parce que je suis un petit peu émue. Vous avez raison, je fais peur. Non mais c'est toujours délicat en fait de raconter ce qui nous est arrivé. Je pense qu'Éric a un peu fait ressortir ça dans son bouquin. Les témoins ont beaucoup de mal à raconter. Donc en fait moi ça s'est passé il y a à peu près 10 ans, donc j'étais adolescente, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie à l'époque et ses parents qui louaient un gîte,
Et on était, je me souviens plus très bien de la région, je pense que ça devait être dans le Lot. Et on était, donc c'était une vieille maison en fait, en pierre, on était isolés de toute autre maison. Et donc déjà la première fois que je suis rentrée dans cette maison, j'ai eu une sensation d'oppression en fait. C'était vraiment, j'étais mal à l'aise, mais bon. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles étaient vos convictions religieuses, si vous en aviez. Est-ce que vous étiez déjà intéressé à ces phénomènes sortant du naturel? Est-ce que vous étiez sensibilisé donc à tout ce qui échappe à la raison? Alors, donc 3 questions en une. Je n'avais pas vraiment de penchant religieux. Par contre, je m'intéressais déjà aux phénomènes paranormaux, mais plus, enfin pas directement. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui m'était... En fait, c'est ma mère qui s'intéressait énormément à ces phénomènes-là, donc moi, j'écoutais plus qu'autre chose. Je m'y intéressais pas vraiment encore. D'accord, mais disons que vous étiez mobilisé pour être dans cette sensibilité-là. Mobilisé, je sais pas. J'étais en tout cas baignée déjà, ça c'est vrai, dans ces phénomènes-là, par l'intermédiaire de ma mère. Et elle vous disait quoi? Votre maman, elle tirait les cartes ou elle vous parlait d'un dialogue? Non, c'était plus quand j'entendais des conversations entre elle et ses amis ou... Mais c'était des conversations qui retraçaient quoi? Qui retraçaient des phénomènes qu'elle-même avait vécus. Oui, mais de faire tourner les tables, des choses comme ça, c'était quoi? Des fantômes, c'était quoi? Alors là, vous me demandez de raconter les phénomènes que ma mère avait vécus. Non, mais c'est pour comprendre, on va pas faire toute la famille. Non, c'était... bon, il y a certains phénomènes de Ouija, par exemple. Je sais pas. Le Ouija, c'est ça. On pense être en contact avec des entités. Et on sait pas ce que c'est. Voilà. On sait pas ce que c'est. On prend un verre et puis on a un alphabet devant soi, voilà. Et le verre se promène et lettre par lettre, on reconstitue une phrase. Voilà, et il reconstitue quelque chose. Maintenant, nous, on n'a jamais dit ce sont des esprits ou ce sont telles choses. On sait pas ce que c'est après. Mais... Très bien. Alors, on a maintenant compris ce qui avait imbibé votre esprit d'une certaine façon. Maintenant, vous êtes dans cette vieille maison, voilà. Vous ressentez une émotion en y pénétrant. Tout à fait. Mais je n'y ai absolument pas prêté attention en fait au début. Donc la journée se passe, le soir on va se coucher avec mon ami et en fait on dormait dans une mezzanine, dans un vieux lit. Et les parents et le petit frère de mon ami dormaient dans 2 chambres qui étaient un peu plus loin à l'étage en fait. Et on était toutes les deux donc allongées et là on était vraiment mais en dehors de tout contexte, on s'imaginait absolument pas vivre un phénomène paranormal. Sur le moment on était en train de lire un journal People pour savoir quelle star sortait avec quelle star, donc on était vraiment dans des conditions de jeunes. C'est très paranormal ça, oui, c'est très paranormal. Voilà. On était vraiment dans des conditions de jeunes de 15 ans à se marrer plus qu'autre chose. Et donc la fatigue nous gagne et donc là on décide d'éteindre la lumière. Mon ami s'endort, moi déjà à l'époque j'avais des problèmes pour m'endormir donc j'ai mis un peu plus de temps à m'endormir. Et là à un moment j'ai eu la sensation d'entendre quelque chose qui me dit « regarde en haut ». Donc à ce moment-là, j'ai regardé en haut parce que je me souviens plus où étaient mes yeux, mais c'était assez sombre. Hein. Les volets étaient fermés, c'était sombre. Et donc quand j'ai entendu, quand j'ai eu cette sensation que quelque chose me dit regarde en haut, là j'ai regardé en haut et j'ai vu une sorte de forme blanche qui sortait du plafond par un fil. En fait, vous imaginez un fil vaporeux blanc avec une forme au bout de ce fil finalement. On peut penser qu'il y avait éventuellement une cheminée ou une fissure qui conduisait donc le dégagement de l'âtre au-dessus de votre tête. Oui, on aurait pu penser ça, ou à un moment j'ai même pensé que ça pouvait être la lune qui émettait cette lumière, mais bon, j'ai vraiment regardé autour de moi et tout était fermé. Et vous n'aviez rien bu? Non, rien fumé, rien bu. Absolument saine. C'est une question, c'est primordial quand même. Oui, non, il n'y avait pas de... Non. Bon, alors? Et donc ensuite, donc là, moi quand j'ai vu ça, j'ai été un petit peu surprise, mais j'ai pas eu peur tout de suite. J'ai réveillé mon amie, je lui ai dit regarde, elle a regardé, je lui ai dit est-ce que tu vois la même chose que moi? Elle m'a répondu oui. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu plein de phénomènes qui se sont mis en route et des phénomènes vraiment très 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 impressionnants. Donc ça a commencé en fait par des pas qui partaient d'en bas. Et vous imaginez vraiment des pas, quelqu'un, un bon costaud monter des escaliers. C'était vraiment très impressionnant. Qui montait les escaliers, donc ça partait d'en bas. C'était des escaliers en bois, donc on entendait vraiment les pas. Ça grince bien. Voilà, oui, ça grinçait bien. Ça arrivait vers notre lit en fait. Et au moment où les pas arrivaient vers notre lit, ça s'arrêtait.
Et le lit commençait un tout petit peu à bouger en fait. Enfin, ça Non. Si. Là, j'imagine la terreur. Alors voilà, donc là ça a commencé, on a commencé à avoir très très peur, vraiment, on était terrifiés. Vous n'avez pas hurlé? Non, on était incapable était incapable de bouger, de sortir un mot, de quoi que ce soit. Voilà, totalement tétanisé. D'accord. Ouais. Et à partir de ce moment-là, donc il y a eu plein d'autres phénomènes. Donc les bruits repartaient, ça repartait d'en bas, ça remontait, ça revenait vers notre lit, ça s'arrêtait et hop, ça retremblait. On a eu des grattements derrière notre oreiller, en fait, comme si quelque chose grattait. On a eu des bruits de balles, donc vous imaginez une balle à côté du plancher, donc c'est vraiment un bruit de balle en fait, une balle qui saute à côté de notre lit. Il y a eu des bruits de ciseaux qui coupent un tissu, des bruits de billes qui se cognent l'une contre l'autre. Et donc là je commençais vraiment à avoir peur et à un moment, j'ai entendu, en fait je dormais à côté d'une armoire et l'armoire qui est à côté de moi s'est écroulée, mais vraiment un bruit d'une armoire qui s'écroule, un fracas énorme. Et à ce moment-là, elle est vraiment tombée ou... Non, donc à ce moment-là, on était dans le noir, donc on voyait rien. À ce moment-là, on a quand même eu la force, j'ai eu le courage d'allumer la lumière et tout était en place. Il y avait vraiment, tout était normal, quoi. L'armoire à côté de moi était là. Et là, à ce moment-là, on a hurlé le prénom du père de mon ami qui est venu, on lui a expliqué ce qui se passait. Et lui, il n'avait rien entendu. Non, ils n'ont rien entendu, non. Parce que c'était la question que j'avais gardée là, prête à vous la glisser sous la langue. Et bon, vous n'avez rien entendu. Non. Enfin, eux n'avaient rien entendu. Non, personne n'a entendu, non. Mais non, ils n'ont absolument pas entendu. Mais ils étaient un peu plus loin quand même. Hein, donc je sais pas. Mais enfin, d'après ce que vous dites, c'était un véritable tintamarre. Ah oui, c'est clair, c'était un festival. Oui, c'était impressionnant. Alors? Et donc le père est reparti en nous disant qu'on était, qu'on avait dû rêver, etc. On a éteint, voilà. On a éteint la lumière et là tout a recommencé. Et en fait, moi j'étais plus rassurée. Ce qui nous faisait vraiment peur, c'était les bruits et surtout ces pas qui partaient d'en bas parce qu'on savait que quand ça allait arriver vers notre lit, au bout d'un moment on a compris le manège. Quand ça arrivait vers notre lit, le lit tremblait. Donc c'était vraiment ce qui nous terrifiait le plus. Et ce qui me rassurait à la limite par rapport à tous ces bruits, c'était cette forme blanche qui sortait du plafond et qui petit à petit prenait de l'ampleur, qui se rapprochait de nous, qui remontait vers le plafond. Enfin, c'était vraiment, vous imaginez une sorte de vapeur blanche qui ondule et qui grossit, qui se réduit. C'était vraiment impressionnant. Et à un moment, j'ai posé la question où j'ai commencé à me dire, bon, pas de panique, tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal. Donc j'ai posé à voix haute, j'ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et à ce moment-là, quand j'ai posé cette question-là, j'ai vu au plafond cette forme blanche, je fixais cette forme blanche et j'ai vu une belle oie blanche en fait, avec les ailes déployées. Et une oie blanche, c'est l'innocence, je vous signale. C'était donc l'innocence qui vous surveillait. L'innocence me surveillait et me passait un message, oui. Et donc voilà, et on s'est endormi d'épuisement avec tous ces bruits qu'on continuait toute la nuit. Le lit était trempé le lendemain quand on s'est réveillé. Je ne sais pas à quel moment on s'est endormi, je ne sais pas combien de temps on a dormi. En fait, le lendemain, les parents se sont réveillés. On est allé donc à la table pour prendre le petit déjeuner. Là, on a raconté ce qui s'est passé. Et le petit frère nous regardait à l'époque, il devait avoir 13 ans, je pense. Nous, on en avait 15. Le petit frère nous regardait vraiment avec des grands yeux. Il nous a dit que quelques jours auparavant, il était descendu en pleine nuit, en fait, dans la cuisine. Il avait, pour boire un verre d'eau, il avait entendu quelqu'un descendre les escaliers et tousser. Donc, il avait appelé de son père. Et il n'y avait personne. Il était remonté. Et moi, j'étais pas encore là. J'étais pas encore arrivée. Et il était remonté se coucher. Et il y avait... ses parents dormaient et sa sœur dormait. Donc, il y avait eu un antécédent qui était avec le petit frère. En revanche, votre amie, qui avait déjà passé quelques séjours dans cette maison familiale... n'avait rien vécu. Elle avait déjà dormi dans le lit dans lequel on dormait toutes les deux, en fait. Elle avait rien vécu, non. Alors, simplement, le frère, oui, un précédent. En revanche, les autres membres de la famille, non. Voilà. Et alors, la conclusion à l'histoire? Alors, la conclusion, c'est que donc le lendemain, après qu'on ait raconté ça, la propriétaire de la maison est venue se balader dans la région et est venue nous dire bonjour. Et elle voulait à tout prix vendre cette maison et apparemment, elle avait beaucoup de mal à la vendre. Mais bon. Et à un moment, donc, on n'a absolument pas parlé de ce qui s'était passé, bien sûr. Et au fil de la discussion, j'ai appris que la dame à qui appartenait cette maison est décédée dans cette maison. Elle est décédée dans le lit dans lequel on dormait. Et alors là, j'ai reçu un choc au moment où j'ai entendu cette phrase que cette femme était gardienne d'eau. Donc là, ça m'a énormément bouleversée, en fait. Parce que Bon. Et depuis, tout va bien? Et depuis, tout va bien. Alors bon, j'ai beaucoup de mal à dormir dans le noir. Je dors plus dans le noir depuis cette nuit-là. Ouais. Donc ça reste. Il y a combien d'années? 10 ans. D'accord. Mais est-ce que vous jouez au jeu de loi?
Faudrait que j'y pense. Il va falloir que j'y pense. C'est peut-être la solution. Et vous n'avez plus jamais vécu d'autres phénomènes paranormaux dans votre vie? Si, j'en ai vécu certains, depuis. Mais depuis, je m'y suis intéressée beaucoup plus personnellement. Et alors, quand on s'implique dans cette logique, est-ce qu'il y a une sorte d'engrenage et une amplification des phénomènes qui se multiplient dans tous les registres du paranormal? Je pense pas, parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand je ne vis plus rien et que je m'y intéresse plus, pendant plusieurs, je dirais même plusieurs années, je revis à nouveau quelque chose qui me fait à nouveau m'y remettre, en fait, finalement. C'est comme si le paranormal me disait reviens vers moi, je suis encore là, ne m'abandonne pas. Donc je pense pas, non, parce que j'en ai pas vécu non plus énormément de phénomènes après, mais j'en ai vécu quelques-uns, dont un récemment qui m'a assez perturbé. C'était quoi, vite fait, le dernier? J'ai vécu, voilà, Eric est même pas au courant parce que j'ai pas eu le temps de lui en parler. Ouais. J'ai vécu une sortie du corps, en fait. Ah. Donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le phénomène que j'ai vécu il y a 10 ans. Et vous avez donc été en observatrice de votre propre carcasse? Tout à fait. Bon, ben ça on en parlera avec un autre témoin. Ouais, écoutez, Anne-Laure, merci beaucoup. Si un jour vous êtes toute seule, comme je ne manque pas d'esprit, vous pouvez toujours faire appel à moi. Hein? On fera comme ça le paranormal. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Alors ça fait partie de ces nombreux témoignages qui figurent dans cet ouvrage. On voit une jeune fille saine. Ah, tiens, on a oublié de demander sa profession. Eh bien, elle est en train de mener des études pour suivre un doctorat dans les sciences, en chimie. Si je me souviens bien, elle a bien la tête sur les épaules. Elle fait des études sur le cancer. C'est quelqu'un de... Donc il y aura au moins un scientifique qui sera ouvert à ces phénomènes-là dorénavant. Oui, malheureusement. Alors, on aura une histoire inimaginable, c'est certainement la plus forte de toutes celles que vous rapportez. Malheureusement, la personne n'a pas souhaité s'exprimer directement, sans doute parce que elle revient des États-Unis et qu'elle est dans une période où elle essaie de retrouver ses marques en France, ça n'est pas très très bien. Et puis, comme elle le dit aussi, c'est que quand on est avec une histoire comme celle-là, elle vous hante d'une certaine façon et on finit par vouloir l'exorciser en quelque sorte. Ceci dit, justement à ce propos, Anne-Laure l'a bien souligné, il est très difficile d'entrer dans la confidence des témoins. Vous pouvez, comme je l'écris dans le livre, vous pouvez avoir beaucoup de soupçons par rapport aux témoins qui se précipitent pour vous raconter leurs histoires d'expériences étranges. Et c'est pour cela que j'ai mis une dizaine d'années pour établir cette enquête que je publie. C'est qu'il faut rentrer dans l'intimité des témoins, devenir leurs amis même, pour avoir ce genre d'expérience confiée dans toutes leurs dimensions. Mais les gens qui prennent contact avec l'association Onde, c'est parce que ils étouffent d'avoir un secret et la nécessité de le confier pour essayer de retrouver un équilibre, parce qu'on se dit je suis dingue d'avoir vécu ça et il y a une nécessité de communiquer. C'est vrai qu'il peut y avoir cette démarche-là, mais il peut aussi y avoir la volonté de dire mais oui, j'ai lu le témoignage dans le journal Onde où j'ai entendu tel témoin s'exprimer sur telle expérience, moi aussi j'ai vécu une expérience similaire et je voudrais dire que cette personne n'est pas folle et qu'on peut retrouver ce type d'expérience au moins 2 fois puisque moi j'ai vécu une expérience similaire. Et c'est très intéressant d'avoir ce partage. Mais encore une fois, pour avoir le témoignage d'Anne-Laure ou de Mireille que vous citiez, qu'on aura à la fin de l'émission, il faut vraiment beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup de patience et c'est un univers très très difficile à pénétrer. Alors l'une des expériences que vous avez vécues vous en tant que telle, c'était avec une dénommée Catherine. Elle pensait être en relation avec les entités et à un moment donné, elle vous propose de poser une question. C'est cela. D'ailleurs, quand je l'ai vu, c'était dans un contexte familial, il n'y avait pas du tout de paranormal dans l'air. Et puis comme je me suis mis un petit peu à parler de mon début d'enquête, puisque ça remonte à une dizaine d'années, ce premier cas, elle me dit, eh bien, suis-moi et tu vas voir. Et là, effectivement, elle me montre un phénomène que je connaissais comme tout le monde, mais pour lequel je n'avais jamais assisté à quoi que ce soit. Et ce phénomène, c'est, elle me demande d'amener un tabouret extrêmement lourd, elle pose les mains dessus, elle se concentre, elle ne touche pas le tabouret, ça je l'explique bien dans le livre, j'ai bien vérifié, le tabouret se met à craquer, vraiment des craquements de bois, de tout petits craquements de bois, et se met à se lever dans l'air. Et ce tabouret répondait par un coup oui, 2 coups non, à des questions que je posais. Voilà, ça c'est le premier phénomène. Et puis ensuite elle me dit, et tu vas voir, toujours impressionnée, c'était la premier témoin impressionné, elle me dit, tu vas voir, et là elle prend un papier,
un crayon et elle se met à écrire des messages qui ne sont pas de son écriture, mais qui sont l'écriture exacte de sa grand-mère décédée. Et de là, il s'est passé un phénomène bouleversant pour moi, j'avais 18 ans, 19 ans, c'est que j'ai pu constater que je posais des questions dans ma tête sans les exprimer et qu'elle me répondait à travers l'écriture de sa grand-mère sur cette feuille qui était, autrement, les messages étaient d'une qualité spirituelle, d'une densité spirituelle très très forte. C'est-à-dire que vous étiez en train de rire. Que j'étais en train de rire. Non, là je ne riais pas trop, là j'étais plutôt c'est pas si spirituel que ça, là. Là, oui, Marc Menon. Simplement, j'ai noté, l'une des réponses, c'est Eric doit continuer ses efforts pour comprendre la vérité, nous l'aidons. Voilà. Et il se passait énormément de coïncidences, de synchronicité qu'on appelle à cette époque. Et c'est vrai que je me sentais vraiment guidé. Alors je luttais, je suis un petit peu un Marc Menon dans l'esprit. C'est-à-dire que j'aime bien mon côté rationnel et je n'aime pas foncer tête baissée dans n'importe quelle croyance. Mais là, je dois avouer que durant cette période de ma vie, il se passait pas mal de choses tout autour de moi et je sentais bien qu'il se produisait des phénomènes pour me conduire à poursuivre, en tout cas, l'enquête que je commençais à mener à travers la rencontre de plusieurs témoins. Oui, ça c'est vrai. Alors comment l'indicible peut influencer notre existence? Ce serait presque, oui, l'une des questions qui nous conduirait à avoir cela comme thème pour un dimanche matin, parce qu'il y a parfois des orchestrations qui se font. Et c'est ce que vous partagez remarquablement dans J'ai vécu le surnaturel dans votre livre, et qu'on retrouve. D'accord. Ensemble. Alors, on va se tourner vers Thérèse et Alain. C'est ça? C'est cela. Thérèse, bonjour. Bonjour Marc. Alain est à vos côtés pour... Tout à fait. Et bonjour Eric. Bonjour Thérèse. Alors, vous pouvez vous présenter, si je puis dire, c'est pas une enquête policière, mais c'est pour comprendre... Oui. Hein? Alors, moi je suis pas une gamine. Hein. Lorsque j'ai vécu cette expérience, j'avais une 50aine d'années, hein, et ça fait 6 ans maintenant. Oh là là, quelle vieillarde. Et oui. Oh là 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 là. Non, parce que je dirais que de la façon que ça s'est pas produit, je crois qu'il est important de fixer quand même certaines choses. Hein. Parce que pour moi, elle a démarré en 92 à la suite d'une rencontre. Alain voulait absolument assister à un séminaire donc en région parisienne. Nous sommes en province. Hein, et Alain voulait absolument participer à un séminaire en région parisienne. Et lors de ce séminaire, nous avons rencontré un monsieur que je ne connaissais pas du tout, que nous ne connaissions pas du tout. Et tout a démarré à ce moment-là parce que déjà, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de tout à fait anormal, je dirais. Hein. Quel est le thème du séminaire? C'était sur l'abondance. D'accord. Bon. Et donc... Bonjour Alain, on l'a entendu. C'est pas une voix venue d'ailleurs, c'est bien Alain. C'est tout à fait Alain. D'accord. En chair et en os. Et donc, il s'est passé, au contact de ce monsieur, il s'est passé des choses inexplicables. Et lorsque nous sommes repartis, j'ai dit à Alain, de toute façon, il faudra que je le revoie parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et j'ai mis 5 ans avant de le recontacter et de le revoir. Et nous avons donc fixé un rendez-vous. Nous avons passé la soirée, la nuit ensemble. Et c'est à la suite d'une relation sexuelle que je suis partie dans une autre dimension. Ah, alors là vous me voyez affligé. Alors là, dans toutes les expériences que j'ai vécues, mais je suis prêt à expérimenter. Alors allons-y. Je fais partie des favoris. J'ai toujours fait partie des favoris. Mais j'ai vécu des choses qui sortaient qui allaient dans ce sens-là aussi. Alors allez-y. Oui. Donc, je ne me souviens pas à quel moment je suis partie. Par contre, je me revois toujours revenir. Et je suis partie donc dans une dimension, dans quelque chose une immensité. Et lorsque je reviens de la lumière et de cette immensité qui est vraiment... Il n'y a pas de mots, c'est phénoménal. C'est vraiment la notion alors du 7e ciel. Pardonnez-moi, hein, on va être trivial, mais c'est s'envoyer en l'air, quoi. Hein, dans toute l'extase, quoi. Bon. Et je peux même raconter une anecdote. Oui. Bon, je raconte pour ainsi dire jamais. Hein. Merci de votre gentillesse de nous la confier. Lorsque je suis montée dans l'ascenseur, donc avec cet ami, en appuyant sur le bouton, il me dit « Je ne t'emmène pas au 7e ciel ».
Elle vient se tromper. Comme quoi la modestie. Et donc, lorsque je reviens, je suis dans ce cône qui rétrécit vers le bas. Et là, je descends de la lumière et je vois l'herbe qui bouge en bas. Et quand je le raconte, je vois toujours les brins d'herbe qui bougent en bas. Et sur le côté de ce cône, il y a un être, un monsieur qui est là, tout noir. Et par contre, j'ai mis des semaines à comprendre avant qui c'était ce monsieur. Mais par contre, ce que j'avais toujours en tête, c'est sa voix qui me disait « Qu'est-ce que tu fais là? Retourne d'où tu viens ». Et lorsque je suis arrivée en bas, j'étais remplie de quelque chose, mais d'une lumière, d'un amour, j'étais baignée dedans, et en même temps j'avais cette voix qui me grondait, qui me disait de revenir. Donc il y avait quelque chose d'assez paradoxal, quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'ai mis je dirais plusieurs semaines avant de comprendre que cette voix c'était mon grand-père, et j'avais toujours eu peur de mon grand-père quand j'étais petite. Mais c'était dépassé par ce qui m'envahissait, j'étais baignée dans quelque chose que je n'arrivais pas et que je n'arrive toujours pas à expliquer. Pardonnez-moi de pénétrer un peu plus dans votre intimité, puisqu'on était dans la logique de l'extase sensuelle. Oui. Est-ce que votre corps a été dans une radiation inimaginable ce jour-là? Ou est-ce qu'il y avait une sorte de dichotomie? Vous n'étiez plus qu'esprit en oubliant le corps? Non, je dirais que le corps n'avait rien à voir. Donc, oui, pour moi, ça n'avait rien à voir. Donc c'est votre esprit. C'était l'esprit, et lorsque je suis entre guillemets revenue à moi, donc j'ai prononcé quelques mots, et mon ami me dit, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Mais lui, il a dû quand même été surpris parce que lui, il ne pouvait pas imaginer que vous n'étiez plus avec lui alors que vous étiez dans les trains tous les deux. Tout à fait. C'est quand même quelque chose. Mais je n'ai aucune explication ensuite étant donné que je ne l'ai jamais revu. Mais vous ne lui avez pas posé de questions, il ne vous a pas dit que était comme inerte ou au contraire... Aucune question parce que j'étais complètement déboussolée, complètement, je dirais, vraiment... Mais vous étiez dans une sorte de félicité surtout, si je vous comprends bien. Et puis complètement inconsciente de ce qui se passait, quoi. Je me suis retrouvée donc très rapidement, je crois que je flottais déjà, vraiment tout ce que j'ai fait ensuite, par la suite, pendant plus de 3 semaines à moi, j'ai flotté. Je peux dire que je ne marchais pas, tout était fait au ralenti, tout était fait dans des... Et c'est là où Alain a été votre soutien. Ah oui, tout à fait, oui. Je dis toujours que si Alain n'avait pas été là, j'atterrissais à l'HP. Bon. Et aujourd'hui, oui. Donc ça fait presque 10 ans maintenant, dites-moi, même 11 ans. Non. Parce que vous avez dit 92 tout à l'heure. 92, ça fait... non, c'est-à-dire que ça s'est passé en 97 et moi je l'ai revu donc en 90. Ça s'est passé en 92, la première rencontre. D'accord. Et je l'ai revu donc en 97. D'accord. Alors, 6 ans après, oui. Quel est l'enseignement de tout ça? Comment vous vivez le quotidien et avez-vous eu d'autres sensations aussi inouïes et qui vous confortent, je ne sais pas moi, dans une autre philosophie, dans une autre perception de notre existence? Tout à fait. D'abord, il y a eu l'aspect médium qui est intervenu très rapidement, je dirais quelques nuits plus tard. J'ai eu des êtres qui me sont apparus. J'avais 3 êtres qui étaient là toutes les nuits et petit à petit donc qui m'ont transmis des messages. Et ça, c'est un phénomène alors qui est un peu différente maintenant, mais qui perturbe, qui continue toujours. Donc vous avez des crises d'écriture automatique. Je peux utiliser le mot crise dans la mesure? Non, pas du tout. Quelquefois, il me suffit de mettre la main sur quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose. Par exemple? Eh bien, des informations pour la personne, ou quelquefois, c'est simplement je vois la personne en face de moi et je ressens qu'il y a un être qui est là et qui transmet donc un message pour la personne qui se trouve ici. Mais alors, ce qui sort de votre bouche, vous êtes consciente des mots ou vous êtes là aussi dans une sorte d'état second? Je dirais que je suis plus dans un état second. C'est-à-dire qu'après on vous dit, dis donc tu viens de nous dire ça et vous êtes presque surprise. Alors non, souvent je le sais, je suis consciente, mais par contre c'est quelque chose qu'en général je vais oublier très vite.
Mais ce que je dis, c'est comme si on me forçait à le dire. C'est-à-dire que ça fait comme si, surtout les premiers temps, maintenant c'est moins prononcé, je dirais. C'est comme si j'avais le cerveau séparé en deux. Et dans une partie de mon cerveau, c'est comme s'il y avait une bande qui se déroulait. Et tant que je n'ai pas sorti la phrase que l'on m'envoie, la bande continue toujours à se dérouler de la même façon, sans avancer. Mais il n'y a pas des jours où vous dites je suis tombé toqué, heureusement il y a Alain. Bon, ah ouais. Ah bah oui, c'est ça le truc. Ça doit être difficile à vivre, non? Alain Bou à côté de moi. Mais s'il a quelque chose à nous dire, allez hop, passez-lui le combiné. Je vais plus pouvoir remplacer. Ah d'accord. Bonjour. Bonjour Alain. Ce qui est important pour moi, c'était de pouvoir vérifier certaines informations que Thérèse transmettait. Parce que au départ, bien sûr, j'apportais très peu de crédit, voire pas de crédit à ces dires. Et au fur et à mesure, on a eu des informations précises qui m'étaient destinées, que j'ai pu vérifier et qui ont été un bouleversement. Parce que là, on me mettait sous les yeux des choses que je pouvais vérifier, donc qui devenaient crédibles pour moi, qui devenaient tangibles. Et c'était des moments forts. Et c'est vrai que désormais, j'ai toujours un doute, mais malgré tout... C'est quoi le doute? Moi, je retiens le mot doute. Oui, votre doute, il se situe où? Eh bien, d'abord, c'est lorsque Thérèse me parle de ces informations qui viennent de l'au-delà, moi, j'utilise pas ce mot-là. Je pense que ce sont des informations souvent qui viennent qui sont transmises d'inconscient à inconscient. Eh bien, j'aime bien cette version. J'aime bien. C'est moi, hein. Alors, attendez, ne parlez pas, parce que nous n'avons pas votre perception. Alors, reprenez le combiné, et on revient là après, éventuellement. Vous nous disiez... Pour moi, il y a trois sortes de perception de message. Il y a donc, comme dit Alain, d'inconscient à inconscient, c'est-à-dire que lorsque je touche quelqu'un, par exemple, là, bon, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne qui va me renvoyer quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir, ou oui, souvent, quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir en elle. Donc moi, je vais, par mon intermédiaire, ça va sortir. Il y a des messages qui vont venir donc de personnes décédées, donc là, bon, ça va être transmis peut-être par la personne qui est là également, et des messages, je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Mais comment arrivez-vous à distinguer le fait, puisque bon, alors les trois états, oui, entre de subconscient à subconscient ou d'inconscient à inconscient, comme on veut, ce que vous attribuez à des entités, et puis ce qui pourrait venir d'une sorte de conscience universelle, c'est ça? Oui. Bon, oui. Comment vous pouvez dire, bah là je suis certaine, enfin pour moi, dans mon intime conviction donc, que c'est une entité ou c'est au contraire une perception télépathique? Je n'ai aucun moyen de vous prouver quoi que ce soit. Je vous demande pas de prouver, non, ce que je vous demande, et de vous expliquer. Je n'ai aucun moyen pour vous expliquer le pourquoi. C'est quelque chose que je ressens. Je parlais pas du pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, contrairement à Alain, qui apparemment voit une sorte de constante dans le phénomène, et déjà ça va être formidable pour vous de trouver cette complicité qui corrobore les faits, et après l'interprétation n'est plus très importante. Oui. Mais que lui reste dans cette perception de ce qui se niche en notre psyché, alors que vous dites qu'il y a des moments où on serait en lien avec ceux qui nous ont quittés, oui, voire des guides. Qu'est-ce qui vous permet de retenir cette hypothèse-là? Eh bien, suivant comment apparaissent les messages. C'est-à-dire que lorsque je vais toucher quelqu'un, c'est comme si j'étais toute seule, je schématise, hein. C'est comme si j'étais toute seule avec elle. Lorsque ça vient d'une personne qui est décédée, j'ai la personne décédée devant moi souvent. Je l'ai physiquement quelquefois, pas toutes les fois, hein, mais il m'arrive quelquefois de l'avoir physiquement devant moi. C'est-à-dire que je la décris à la personne que j'ai dans mon bureau, je vais lui décrire la personne qui est là avec elle. Mais n'a-t-on pas une sorte d'emprise des souvenirs? Quand on a été très attaché, il y a une émotion qui nous rendrait dépendante de celui qui nous a quittés. Et que, par conséquent, vous, puisque vous avez cette faculté d'entrer dans la relation de notre plus intime, ce serait une sorte de projection métaphorique de ce lien qui perdurerait malgré la perte de l'être cher. Bien sûr, on peut imaginer. Voilà, bon, bah, non, mais mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi-même, les différences. La dernière question. Maintenant, votre vie
est-ce qu'elle est avant tout dans cette activité de la perception extrasensorielle, ou vous essayez d'avoir quand même une quotidienneté qui se rapproche de ce que nous vivons, nous? Eh bien, j'essaie d'avoir une quotidienneté qui se rapproche de monsieur et madame tout le monde, mais parce que moi, très peu de gens savent ce que j'ai vécu, hein, et les gens qui viennent me voir sont très très limités, parce que nous avons une activité qui nous prend énormément, mais j'essaye de vivre comme monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous avez une sorte de magnétisme qui émanerait de vous avec, pourquoi pas, la possibilité d'apaiser des douleurs en apposant votre main? Des douleurs psychologiques. Ah oui. Je suis beaucoup plus dans ce qui se passe, oui, du côté psychologique que le côté physique. Et le dernier point, je pense que là c'est très terrestre. En réalité, votre histoire d'amour avec Alain, elle est devenue extrême dans le lien, et par conséquent, vous n'avez jamais été aussi amoureux l'un de l'autre grâce à ces phénomènes-là, non? Parce que ça crée une intimité folle. Hein? Je sais pas. Pour Alain, non. Ah bon? Bon. Non, parce que c'est vrai que j'ai une toute autre notion de l'amour que ce que peut avoir la majorité des êtres humains. Ah oui, alors si vous n'êtes pas dans le Chardin, effectivement, on va vite se fâcher. Ouais. Pour moi, j'ai rencontré l'amour terrestre. Oui, je sais ce que c'est que l'amour terrestre, justement, lorsque j'ai rencontré cet homme il y a donc en 92. Hein. Pour moi, là, je fais intervenir un autre phénomène qui est la réincarnation, entre guillemets, parce que c'est très discutable. Hein. Et j'ai rencontré donc l'amour universel, on va dire. Pour moi, je ne recherche plus l'amour sur la terre. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Quand on a vécu ça, on ne peut pas le retrouver sur la terre. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous, Thérèse, à vous, Alain. Je reviens à Éric Rollet. Alors, votre témoignage, il figure dans ce livre, hein, Lumières obscures, aux éditions d'Hervy. Éric, c'est ça qui est terrible. C'est que quand on se retrouve dans ces perceptions-là, il est extrêmement difficile de s'inscrire dans la vie de tous les jours. Oui. On a des êtres qui sont plutôt déstabilisés, même si là, elle est radieuse, Thérèse. Mais c'est vrai que elle considère comme pas véritablement palpitant ce que nous vivons, nous, à travers notre charnalité. Oui, ceci dit, je connais son activité, on ne la citera pas, mais c'est remarquable, ce que Alain et Thérèse font au quotidien, c'est aider les autres, et c'est remarquable. Mais ils ont la modestie de ne pas vouloir le dire. C'est vrai qu'on retrouve ça, tout dépend aussi. Bon, Anne-Laure a peut-être beaucoup plus de facilité à se réintégrer à travers un témoignage comme le sien dans la vie active. Thérèse se rapproche plus des témoignages de NDE, donc c'est vrai que là, on est face à des témoins qui ont beaucoup de mal à se réintégrer dans la société. Et ce que je retiens aussi, c'est que la perception est une chose, et puis après, il y a toutes les possibilités d'interprétation. Alors là, et voilà. Je crois qu'il ne faut jamais conclure. Je respecte ce que dit Thérèse, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle l'analyse d'Alain, et qui montre bien que, avant de dire « nous sommes persuadés que », retenons les phénomènes, voilà. Collectons-les, ne les mettons pas en doute, soyons respectueux des personnes, mais en revanche, chercher tout de suite une explication quelle qu'elle soit, c'est tomber dans des schémas préétablis qui sont sans doute pénalisants pour tout le monde. C'est pour cela que j'ai tenu à mettre le témoignage d'Alain aussi dans ce livre. Très bien. Alors, au passage, je dis que le 29 juin, on fera une émission dans laquelle vous, qui nous écoutez, vous serez les témoins, vous nous ferez part des événements extraordinaires que vous vivez. D'ores et déjà, il y a un répondeur où Marie-Jacques, l'assistante, vous accueillera. C'est le 01 47 23 14 72. 01 47 23 14 72. Marc Menon et ses invités. C'est le Sherlock Holmes du paranormal, on pourrait presque dire comme ça. Lumières obscures, 10 ans d'enquête, Éric Rollet, aux éditions d'Hervy. On est déjà fait en sorte de reprendre certains éléments de cette longue enquête, hein, de témoignages. Et une personne, en revanche, n'a pas souhaité, pour des raisons personnelles, s'exprimer, mais elle avait écrit tout ce qu'elle a vécu et qui est inimaginable. C'est l'un des... Oui, des événements les plus étonnants qui n'aient jamais été comptés. Alors, vous allez faire l'interprète, mon cher Éric. Oui. Pierre Bellemare de service. Ce n'est pas facile. C'est pas grave, allez-y. En tout cas, c'est un des cas les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer également. Hein, et pourtant, Dieu sait que j'ai rencontré beaucoup de témoins. Et je sais. Et donc, si vous voulez, Mireille, quand je l'ai rencontrée, m'avait déjà écrit son témoignage que je vais résumer. Je ne peux pas le développer. Et bon, c'est vrai. Mais enfin, quand même, il faut prendre toutes les strates parce
parce que il y a tellement de rebondissements, il est presque impossible, quel que soit le talent de narrateur, de remettre en place toutes les pièces du puzzle. Mais il y a quand même de grandes lignes et j'aimerais que vous les mettiez là de telle sorte que l'on se dise c'est incroyable de coïncidence et ça a une cohérence et pour autant il n'y a pas d'explication. Voilà, alors Mireille, première phase, Mireille est dans le coma. Elle se retrouve dans un coma et durant ce coma, elle dit qu'elle va vivre une série de rêves, elle décrit cela comme des rêves qui s'apparentent plus à des songes, à des rêves très très forts, dont l'un des trois qui va la marquer pour le restant de ses jours et vous allez voir pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas ce témoignage, puisque Mireille se voit habillée avec une capeline sur un moyen de locomotion avec des chevaux dans une carriole. Tout cela remonte, semble-t-il, à il y a 2 siècles, à peu près 18e siècle. Elle se voit descendre une petite rue, longer des superbes maisons. Tout cela est très ensoleillé, tout est très précis. Les gens la saluent, elle leur redonne le salut. Et puis elle passe à côté d'un petit cimetière sur la droite qui la marque. Et au moment où elle passe à côté de ce petit cimetière, elle dit « Ici est enterré mon enfant Bénédicte ». On est toujours dans le rêve de coma de Mireille. Et puis elle débouche au bout de ce rêve dans une place magnifique, bordée aussi de super maisons. Premier point, le rêve s'arrête là. Elle sort de son coma, alors on ne sait pas si c'est à son rêve ou quelques jours après, en tout cas c'est un coma assez profond, et elle revient à elle avec une douleur immense, c'est que ce rêve lui apparaît très très clairement et ravive une plaie ancienne, puisque une dizaine d'années auparavant, Mireille avait perdu une petite jumelle, elle avait donné naissance à 2 jumelles, et l'une d'elles était morte au bout de 28 jours, je crois, si je me souviens bien, et cette petite jumelle s'appelait Bénédicte, le même prénom que son rêve. Donc jusque-là, rien de paranormal. Non, on peut dire qu'elle était influencée tout simplement. Voilà, on se dit que dans le coma, le cerveau recompose une réalité douloureuse, et voilà. Voilà. Mireille, deuxième stade, Mireille reprend sa vie active, les années passent, et puis elle a une envie forte depuis très très longtemps, c'est de correspondre avec des Américains. Elle est très attirée par ce pays, elle n'y est jamais allée, et elle souhaite pouvoir correspondre avec des Américains. Et elle lance une annonce, et là on rentre dans une série de coïncidences, de synchronicités assez extraordinaires. Elle lance une annonce dans un journal franco-américain, elle a une trentaine de réponses d'Américains qui sont prêts à correspondre avec elle, et elle choisit rationnellement un couple qui habite sur Paris comme elle. Donc là, rien de vraiment hasardeux, et elle se lie très vite d'amitié avec ce jeune couple qui va se marier et qui décide de l'inviter à leur mariage. Compliqué que je passe, n'assistera pas à leur mariage qui est repoussé, mais étant donné qu'elle a décidé ce voyage aux États-Unis, ce couple d'amis américains aux États-Unis lui recommande des amis à eux pour l'héberger aux États-Unis et faire sa première visite. Donc elle se rend, elle est timide, la preuve c'est que Mireille n'a pas voulu témoigner en direct, elle est très timide et c'est vrai qu'elle était un petit peu embêtée, mais bon, elle y va quand même, et elle se retrouve aux États-Unis chez ce couple d'Américains. À Newport, voilà, dans la ville de Newport. Et elle fait connaissance un petit peu avec ce couple qu'il faut visiter la ville en voiture. Et dès le premier jour, Mireille visite cette ville historique, paraît-il, je n'y suis pas allé, mais très très jolie. Et de là, elle découvre un petit peu cette ville, et là elle a un choc à un moment donné, très très fort, puisqu'elle se retrouve dans la rue de son rêve de coma. C'est-à-dire cette rue où elle se voyait descendre en carriole, saluant les gens, etc. Et double choc, elle reconnaît immédiatement le petit cimetière sur la droite, exactement, et la place au bout de la rue. Elle reconnaît tout dans les moindres détails. Et elle ne s'attendait absolument pas à retrouver cette scène-là. Elle pensait que c'était peut-être sur la Côte d'Azur, mais elle ne s'attendait pas du tout à retrouver ça aux États-Unis. Elle ne dit rien dans un premier temps, de peur de paraître folle, réaction classique des gens intelligents qui vivent des expériences difficiles. Et puis le soir, elle n'y tient pas. C'est quelque chose de trop fort, et elle confie ce qu'elle avait ressenti et vécu non seulement ce jour-là, mais lors du rêve de son coma. Elle tombe sur des Américains, je pense, classiques, qui sont très emballés par cette histoire et qui disent « on y retourne demain, on retrouve ce cimetière ». Et là, mais il y a beaucoup de cimetières. Il y a une dizaine de cimetières historiques dans la ville de Newport qui sont obligés de passer par l'office de tourisme. Bref, ils retrouvent dans la petite rue le cimetière. Elle a toujours le palpitant. Ce qui est important, parce que là aussi, c'est un tout petit cimetière et c'est le dernier où l'on se rendrait. Ah oui, dans toutes les indications qui leur sont données à l'office de tourisme,
prisme, c'est tout juste s'il figure, parce qu'il n'y a que quelques tombes. Tout petit, voilà, c'est tout petit. Hein. Et là, donc, il s'arrête, il stationne, et puis elle descend, elle rentre dans le cimetière, le cœur battant, on l'imagine. Alors vraiment, elle a l'impression de vivre son rêve, et elle cherche cette tombe de Bénédicte, de son rêve, la tombe d'enfant. Et là, elle est attirée par une petite tombe d'enfant dans le cimetière, elle s'y rend, et elle lit en anglais, vous me pardonnerez, je ne le dirai pas en anglais, C.J. Benedict Arnold, je crois que c'est 1701, et donc la petite Benedict Arnold, qui était née en 1701, est morte après quelques jours. Elle est bouleversée, le couple d'Américains est bouleversé, ils se disent mais c'est quand même extraordinaire, on retrouve la coïncidence de Bénédicte, et Mireille va faire une enquête fabuleuse là-bas à Newport qui va lui valoir la médaille d'honneur, de citoyenneté d'honneur de la ville de Newport d'ailleurs, où elle va pouvoir retrouver des éléments qui lui permettent de conforter son rêve. C'est-à-dire que il est vrai qu'elle avait vu une grande maison blanche, par exemple, à proximité du cimetière, qu'elle n'a pas retrouvée durant son enquête dans la rue, mais elle a découvert que cette maison blanche a bien existé au XVIIIe siècle et qu'elle a été détruite au XIXe siècle. Voilà. Elle a retrouvé des tas d'éléments, elle s'est revue dans d'autres scènes qu'elle a reconnues parfaitement, elle a retrouvé des lieux qu'elle a parfaitement identifiés alors qu'elle n'a jamais mis les pieds. Et si ma mémoire est bonne, la petite Bénédicte, morte prématurément, après quelques jours, avait effectivement, elle aussi, une jumelle. Ah, ça, je ne crois pas. Ah non, c'est pas... Je ne pense pas. Bon. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on rentre dans un schéma. Mireille s'est mis à raconter son histoire, par exemple, à un couple d'amis avocats français à Paris, en lui disant, parce qu'elle a fait une enquête sur Arnold, et elle a eu beaucoup de mal à retrouver des éléments sur le gouverneur Arnold, parce que c'était le gouverneur de l'époque. De même, ce qui est complètement fou, c'est que le couple d'Américains qui l'hébergeait, eh bien, avait dans leur salon la réplique de la tombe de Bénédicte dessinée au fusain. C'est tout à fait extraordinaire. Pourquoi? On se le demande. Alors on aimerait approfondir un peu plus cette enquête d'ailleurs, mais pourquoi? Moi je peux vous dire que j'ai soumis ce dossier à plusieurs chercheurs spécialisés dans les états de conscience modifiés, à des neuropsychiatres, je pense au docteur André Quevelier par exemple, qui est un expert, et il y a une sorte d'impuissance. On est confronté là à un témoignage exceptionnel, je pense qu'il n'est pas unique, mais c'est vrai que je suis dans cette volonté de poursuivre ce genre de rencontres, que j'essaie de traduire à travers ce livre. Je pense que ce livre rend cette dimension des témoignages, qu'il donne la possibilité à chacun de réfléchir. D'ailleurs, j'invite encore une fois, vous l'avez souligné tout à l'heure, les Nantais à venir nous rejoindre à 16h30. On aura des témoignages de ce type et c'est quelque chose de très fort. Il y aura une belle surprise d'ailleurs à Nantes. Et c'est vrai qu'il faut absolument pouvoir organiser dans notre société ce type de rencontre entre des témoins qui ne demandent rien, qui ont vécu quelque chose et qui souhaitent simplement le partager, qui peuvent avoir une interprétation mais qui est la leur et qui respectent toute autre interprétation. Et puis des chercheurs d'un autre côté qui soient un peu plus ouverts qu'ils ne le sont actuellement et qui essayent de comprendre quel est le schéma de la conscience. Comment une conscience comme celle de Mireille a pu, pendant un coma, accéder à des informations qui se passaient 2 siècles auparavant aux États-Unis. Alors bon, de toute façon, il faut lire ce cas avec tous les détails, parce que c'est vrai que c'est inimaginable. On pourrait presque se dire, ce que connaît Mireille aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est la remise en scène de ce qu'elle aurait connu. Si on est dans la logique des éléments recueillis à Newport de la personne qui était la maman de la petite Bénédicte. Alors de là à tout de suite extrapoler en disant et si Mireille était la réincarnation, et pourquoi à ce moment-là elle revivrait exactement la même vie. Voilà. Mais bon, c'est comme s'il y avait un écho de l'histoire transplanté. Et j'invite les personnes, c'est aussi l'objet de mon ouvrage, c'est de lire ce que j'ai pu puiser des informations parmi des ouvrages de chercheurs, des rencontres personnelles avec de grands chercheurs que j'essaye de retraduire dans ce livre. J'invite nos auditeurs à lire à la fois dans mon livre et dans le vôtre. On retrouve le même cas, le seul cas unique qu'on retrouve dans nos 2 livres, c'est celui de Maria. Ah bon, on va pas s'étendre, mais c'est vrai que Maria, c'est curieux, qui revit en respiration holotropique quelque chose qu'elle n'est pas censée avoir vécu dans son enfance quand elle était bébé. C'est quelque chose de très fort. On est bien là à travers un questionnement sur la conscience. Et c'est cela qui m'intéresse. C'est de poser des jalons et pouvoir ouvrir des horizons avec la science, si possible, mais aussi dans une interdisciplinarité avec des religieux, pourquoi pas, avec des philosophes. Alors on va parler des religieux. Alors c'est vrai que vous, la démarche, c'était de rencontrer des gens, et même si moi j'ai cité des
les cas, j'ai voulu moi voir si tout à chacun pouvait vivre ces phénomènes paranormaux en étant dans l'action et en confiant ce que je ressentais. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont les tenants du scepticisme dont j'étais et dont je reste d'une certaine façon sont parfois confrontés à des réalités. Et je pense, puisque vous avez évoqué les prêtres, car l'Église n'est pas la plus conciliante à l'égard de ces phénomènes paranormaux, vous parlez de ce prêtre qui lui aussi était dans le rejet et qui va vivre une NDE, donc une sortie hors du corps à un moment donné. Je tiens à remercier Martine, grâce à une amie en Suisse, qui a pu me confier ce témoignage. C'est très difficile. Les témoignages que je mets dans ce livre sont des témoignages qui ont été très difficiles à obtenir. Alors, allez-y, ce prêtre. Ce prêtre a de grosses responsabilités dans un pays, donc dans un autre pays que le nôtre, et a vécu durant son enfance une répétition de sortir du corps. Il est atteint d'une maladie assez grave qui entraînait de grosses souffrances, et ces souffrances entraînaient elles-mêmes donc des sortir du corps. Il se voyait parfaitement hors de son corps et pouvait assister aux scènes qui se déroulaient autour de son corps, et cela à plusieurs reprises. Et ce prêtre confie dans ce témoignage tout ce que cela a apporté dans sa foi, dans sa vocation. Et justement, je mets un chapitre entier d'enquête que j'ai mené sur les NDE avec l'Église catholique. C'est vrai qu'il ne faut pas que l'Église s'arrête à rejeter le paranormal parce qu'il y a de l'au-delà ou je ne sais quoi. Comme vous le soulignez très bien, d'autant plus que l'Église ne peut pas rejeter complètement le paranormal, car elle est celle qui affiche les miracles pour affrioler, je dirais, le chaland et attirer certaines personnes dans son église. Bah si, sans les saints et les miracles, je pense que l'église n'aurait certainement pas eu autant de fidèles. C'est vrai, ceci dit, il n'en parle pas trop quand même, ça dérange plutôt l'église. Bah mais qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? Je veux dire, il y a des gens qui vivent ça, et quand ils vont se confier à un prêtre, est-ce que le prêtre doit les rejeter absolument, les renvoyer chez le psychiatre? C'est invraisemblable. Il y a une dimension spirituelle qu'il ne faut pas ignorer. Il faut accompagner, écouter ces témoins. C'est déjà ce qu'il faut restaurer dans une société qui n'a pas cette écoute aujourd'hui. Alors, l'écoute, je le rappelle aussi, c'est le dernier dimanche de juin. Vous qui nous faites l'amitié d'être si nombreux à nous donner rendez-vous tous les week-ends et être fidèles, au 01 47 23 14 72, d'ores et déjà, dites-nous ce que vous vivez, et puis on en appellera certains d'entre vous. Donc 01 47 23 14 72. Quel serait, en conclusion de cette heure passée ensemble, le dernier élément que vous aimeriez livrer au dossier en petite prime, en quelque sorte, une anecdote relativement courte des nombreux cas que vous avez rapportés? Eh bien, le dit paranormal nous ouvre de nouvelles expériences qui bouleversent notre cadre. Et je penserai au rêve mutuel, c'est-à-dire ces personnes qui rêvent de la mort en direct de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un cas personnel que je livre dans ce livre, une jeune femme, et c'est vrai que c'est très curieux de constater que des gens rêvent à la manière de Mireille, dans un rêve qui n'en est pas un, mais dans une conscience qui accède à une information qui est extérieure. Eh bien, ils rêvent à la mort de quelqu'un qui est donc en train de mourir à quelques kilomètres de là, parfois, et en suivant les étapes de la NDE. C'est très curieux. Je peux vous assurer, quand j'ai rencontré cette jeune femme en Bourgogne, elle tremblait, elle m'a confié ce témoignage et je suis sûr et certain qu'elle ne l'a plus confié à personne d'autre. Nous avons eu la chance de pouvoir correspondre quelque temps. Elle était remarquable en beaucoup de points, et comme Anne-Laure, elle n'a pas envie d'en faire la publicité dans sa vie. Elle a vécu ça, elle ne sait pas quoi en faire. Ils n'en font pas commerce. Ils n'en font absolument pas commerce. Il n'y a rien à gagner dans l'histoire. Il n'y a rien à gagner. On peut citer, en dernier point, c'est André Cuvelier, qui était un personnage ô combien respectable, et qui vous rapporte le cas d'un stigmatisé qu'il voit allongé. Oui. Voilà, le cas classique qu'on peut retrouver dans les expériences mystiques de stigmatisés allongés avec les plaies donc ouvertes, le sang qui s'écoule et qui ne respecte pas la gravitation. Voilà, c'est-à-dire que le sang, au lieu de verser de chaque côté comme il devrait se passer selon les lois de la gravitation, donc vous l'imaginez, les gouttes qui iraient de l'œil jusqu'à l'oreille, là, c'est comme si le stigmatisé qui pense refléter ce que le Christ a vécu lorsqu'il était sur la croix, eh bien le sang descend comme s'il était à la verticale. Voilà, et de même au pied, le sang remonte vers la pointe des pieds dans le lit, comme s'il était crucifié à la verticale avec les pieds en bas. C'est très très extraordinaire. Et alors il faut rappeler qu'il était André Cuvelier, parce que sinon on dit c'était un très grand neuropsychiatre, voilà. Docteur en philosophie, expert auprès du Vatican, médecin, enfin il avait énormément de diplômes, et il faisait partie de l'école Nancy, c'était quelqu'un de remarquable. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir fait
fait ce détour par notre micro, je rappelle ce livre Lumières obscures aux éditions d'Hervy, un livre d'Éric Rollet. Et cet après-midi, vous serez à Nantes pour passer un moment avec nos amis bretons à la salle Bretagne. Oui, Nantes, amis bretons, parce que parfois les Nantais n'aiment pas qu'on ait... Mais, mais on les assimile à la Bretagne. Voilà. Demain matin, je ferai un détour moi par France 2 où ma camarade Sophie Davant, quand je dis ma camarade, ma consoeur surtout, m'accueillera de 9h30 à 10h. Ça fera l'occasion de se faire un petit coucou.